Alors, nous venons de voir comment Ulysse a repéré un îlot et est parti seul avec ses hommes de manière à aller explorer cet îlot. Et maintenant, nous allons voir le piège dans lequel il va tomber lui-même, en fait, tout seul, avec ses hommes, entraînant malgré tout ses hommes avec lui. Je vous partage mon écran pour lire la suite de cette histoire. Quel être étrange habite ici pour vivre seul à l'écart de ses semblables? Il me faut 12 braves qui exploreront la grotte de plus près. Les autres resteront à bord pour garder le navire. Soyez prêts à fuir au plus vite si nous sommes en danger. Courage, inconscience ou défi, je veux rencontrer le propriétaire de cette antre. Antre, c'est cette grotte, à l'entrée un peu de cette grotte spéciale. J'emporte l'outre de vin offerte chez les Sicones, à Ismaros, par le prêtre Mahon, et une besace pleine de vivres. Quelques cadeaux à échanger en signe de civilité. La civilité, c'est politesse, en fait, c'est la règle. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous allez chez quelqu'un, souvent vous ramenez des fleurs ou des cadeaux, et ben c'est quelque chose qui se transmet depuis des millénaires, puisque c'est très important pour l'accueil et pour la relation avec les autres d'apporter des cadeaux déjà dans la Grèce antique. Il a dû emmener ses bêtes paîtres. Profitons-en pour explorer les lieux. Des fromages sont alignés les uns à côté des autres sur des claies, c'est une sorte d'étagère en bois. Et puis, un peu plus loin, on trouve des étables pleines de chevreaux et d'agneaux avec des jattes et des terrines pour le lait. Des jattes sur d'amphores. Quelle puanteur insupportable, un mélange de fumier et de lait caillé. Qui peut vivre ici? Ulysse, volons les fromages, ramenons quelques agneaux et chevreaux au bateau et rentrons au plus vite, car les dieux seuls savent ce qui se passera si l'homme qui vit ici revient et nous trouve chez lui. Je ne les écoute pas. Ils ont beau insister, je veux rencontrer celui qui se terre dans cette grotte avec bêtes et fromages, voir son visage et s'il le faut me mesurer à lui. Alors là, on voit bien qu'Ulysse, on pourrait dire aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir avec l'Antiquité, mais tenter le diable, c'est-à-dire que ces hommes sont prêts, sont prêts à voler et à repartir tout de suite, quoi. Ils sont un peu inquiets, vu l'ampleur de la grotte, ils commencent à stresser, on pourrait dire. Mais Ulysse, lui, il a envie finalement d'en découdre, à se mesurer à lui. C'est-à-dire qu'il est prêt presque à se battre, à vouloir montrer qu'il est le plus fort, vous voyez. Hein, c'est l'orgueil qui le tient là. Nous l'attendons, voilà. De razzia de fromage et de petits bétails, voilà tout ce que vous me proposez. Quel triomphe sans gloire. Sacrifiez plutôt aux dieux avant de manger les fromages et allumez un feu que l'on y voit plus clair. Alors, cette fois, il pense à sacrifier aux dieux, quand même donner des offrandes aux dieux. Mais voilà l'idée, hein, le triomphe sans gloire. Ce qu'il veut, c'est triompher, c'est être le maître un petit peu de la situation. Donc on en est là. À cet instant, pourquoi ne les ai-je pas écoutés? Par orgueil ou par goût du combat? Un cyclope, planté sur deux jambes colossales aussi haut qu'une montagne entre dans la grotte, alors que nous somnolons repus. Repus, c'est d'avoir assez mangé. Son visage monstrueux est troué d'un seul œil, au milieu du front, aussi large et rond qu'un cratère de volcan. Il roule sans cesse dans une orbite tout injectée de sang. Là, on est dans le monstrueux. Sa bouche est énorme comme un gouffre. Un cyclope. Nous sommes dans l'antre d'un cyclope. Mes compagnons effrayés se réfugient tout au fond de la grotte, tandis que le géant s'affaire et rentre son troupeau de bêtes bien grasses pour les traire. Ensuite, il ferme l'entrée avec un énorme bloc de pierre. Nous sommes prisonniers. Aucun homme ne pourrait le soulever. Dans l'obscurité, le feu éteint, le cyclope ne nous a pas repérés. Vous avez compris? Le cyclope entre avec ses bêtes. Eux, ils sont déjà dans la grotte. Et une fois qu'il est rentré, vu que c'est sa maison, il referme la porte. Sauf que lui, il est extrêmement grand et fort. C'est un géant. Il peut refermer la porte, c'est une énorme rond de pierre, si vous voulez, qui peut rouler et fermer la porte, mais un homme qui est beaucoup plus petit ne peut, même à plusieurs, du tout pousser la porte. Donc, ils sont en fait prisonniers à l'intérieur. Il commence à traire les chèvres et les brebis bêlantes, fait venir sous chacune un petit, enfin sépare le lait. D'un côté celui qui l'utilisera pour le fromage, de l'autre celui qui conserve pour le boire. Après, il allume un feu avec un immense fagot, c'est un groupe de petites bûches, et la grotte s'éclaire aussitôt. Qui êtes-vous? Rugit-il d'une voix si souterraine que nos cœurs éclatent de peur. D'où venez-vous comme cela par la mer? Êtes-vous des marchands? Des pirates prêts à attaquer tous ceux qui n'ont pas la même langue qu'eux? Sa taille, son corps, son visage, tout est effrayant. J'ose lui répondre. Nous sommes des Achéens et nous venons de Troie. Tempête après tempête, les vents nous ont fait dériver en mer jusqu'ici, alors que nous regagnions notre terre natale et nos maisons. Mais peut-être est-ce la volonté de Zeus. Nous sommes des guerriers, des soldats du roi Agamemnon, dont la gloire est connue aujourd'hui d'un bout à l'autre de la terre.
à cause de sa victoire sur toi. Comme le veulent les lois de l'hospitalité, nous implorons ta protection à genoux. Et pour que s'établissent des liens entre nous, offre-nous, selon la coutume, des cadeaux. Crains les dieux et respecte notre demande, car tu le sais, Zeus, le dieu des dieux, défend les étrangers. Lui est hospitalier, et c'est l'ami des hôtes généreux. Alors, Ulysse essaie un petit peu la tactique habituelle. Déjà, il va se vanter leur pouvoir, leur gloire, puisqu'ils ont gagné à Troie. Mais il va aussi faire fonctionner le sacré, hein, les dieux. C'est-à-dire que c'est très important à l'époque grecque de recevoir l'hospitalité, même d'un mendiant, parce que les dieux parfois se cachent derrière les traits d'un étranger. Donc il faut absolument bien recevoir les étrangers. Bon, voilà la réponse du cyclope. Le cyclope aussitôt se met à rire d'un rire cruel et frustre. Qui es-tu, misérable, pour me dire de respecter les dieux? Les cyclopes ne craignent ni les dieux ni les hommes. Nous n'avons qu'une loi, celle du plus fort. Et ce n'est pas la peur de la vengeance de Zeus qui m'empêchera de vous tuer si j'en ai envie. Mais dis-moi plutôt où tu as laissé ton navire pour venir jusqu'ici, à l'extrémité du cap, du bout là, qui s'avance, ou plus près. Je me méfie de lui et je lui mens. Poséidon, le dieu de la mer, a brisé mon bateau sur les rochers aux confins de ton île, et le vent au large l'a entraîné au loin. Moi et mes compagnons, nous avons échappé de justesse à la mort. Le cyclope écoute à peine. Brusquement, il attrape 2 de mes hommes d'un coup et les assomme sur le sol. Leur cervelle gicle, ensanglantant la terre. Il découpe mes compagnons membre à membre et les dévore comme un lion affamé sans rien laisser. Ni les entrailles, ni la chair, ni la moelle des os. Jamais, même dans les guerres les plus cruelles, nous n'avons vu pareille horreur se repaître de chair humaine. Puis le cyclope boit une grande jatte de lait et, rassasié par sa barbarie, s'étend dans la grotte au milieu de ses bêtes et s'endort. Comment s'enfuir de cet entreplan, échapper à cette sauvagerie monstrueuse et rejoindre les bateaux? Inutile d'espérer le tuer en le frappant d'un coup d'épée au foie. Et même si, avec l'aide de Zeus, je réussis à le toucher, comment déplacer le bloc de pierre à l'entrée? Mes compagnons prostrés gémissent dans l'obscurité. Nous sommes piégés. Les hommes restés au bateau ne savent pas où nous sommes. Qui de nous demain saura dévorer Zeus? Je t'implore. Alors, là, ils mesurent, je pense tous, l'étendue de cette erreur, hein, se retrouver coincés. Ils ne s'y attendaient pas. Évidemment, avec un cyclope qui est beaucoup plus fort et plus grand qu'eux, qui vient dévorer devant eux leurs camarades, il n'y a rien de pire. Et surtout, ils attendent à leur tour la mort quelque part. Donc, je pense que Ulysse aussi, hein, à ce moment-là, réalise l'ampleur des dégâts, mais surtout, il réfléchit. Si jamais il arrivait à le tuer avec un coup dans le foie, dans le cœur, enfin bon, il réfléchit à ça. Eh bien, il y a toujours le problème du bloc à faire rouler. Et ça, c'est un vrai problème. Au petit matin, le cyclope, comme à son habitude, allume un feu dans la grotte et commence à la traite de ses bêtes, le partage du lait et ainsi de suite. Ses travaux terminés, il nous cherche, son œil exorbité roulant de tous côtés. Aussitôt, d'un geste prompt, il attrape encore 2 de mes hommes entre ses pouces pour les manger. Bientôt repu et satisfait, il ouvre la porte de la grotte, fait sortir son troupeau et la referme aussitôt. Nous allons tous y passer, mes compagnons. Pourquoi nous as-tu entraînés dans une mort horrible? N'avions-nous pas suffisamment combattu à tes côtés? Jamais nous ne reverrons Ithaque. Qu'avons-nous fait, ô Dieu? Ce ne sont que cris et larmes. Alors, dans l'Antiquité grecque, on peut pleurer. Les héros les plus beaux guerriers sont forts, pleurent. Donc, les garçons, n'hésitez pas. Hein, quand on sait que des héros antiques comme Ulysse, Achille ou autres ont pleuré, ça veut dire que c'est tout à fait accessible et que c'est plutôt des codes sociaux et pas vraiment des réalités. Il n'y a pas que les filles qui pleurent, heureusement. Je dois agir au plus vite. Par la force, impossible, je ne suis pas de tir. Et par la ruse alors? Qu'Athéna mène une fois encore, et je tiens ma vengeance. Hier, près d'un enclos, nous avons repéré un jeune olivier coupé vert, un futur gourdin pour le cyclope. Il est long, d'un bon diamètre, et nous avions alors pensé qu'il ferait un solide mât de navire à 20 rameurs. Oui, évidemment, c'est un jeune trou, hein, on peut imaginer faire un mât, et il va avoir une autre idée. Mais les cyclopes ne connaissent rien au savoir-faire des artisans ou des charpentiers de marine, ceux qui construisent le bateau. Ils ne distinguent même pas le bien du mal, ni la vérité du mensonge. Ce sont des bêtes sauvages, sans foi ni loi. Apportez-moi l'olivier, je vais m'en servir comme épieu comme lance. Hein. Après avoir coupé à la bonne taille, écorcez-le, c'est-à-dire relever l'écorce, et polissez-le avec soin, c'est-à-dire le rendre tout doux. J'aiguiserai la pointe, rendu pointu. Par précaution, je la durcirai au feu, évidemment, un bois qui est assez jeune. S'il n'est pas durci au feu, noircisse, il est assez tendre et pas assez dur peut-être, donc il va encore le rendre plus dur grâce au feu. Nous cacherons les pieux sous le fumier qui s'entasse dans la grotte. Maintenant, tirez au sort ceux qui devront crever l'œil du cyclope pendant qu'il dormira. Avant son retour, je vous expliquerai mon plan. Nous ne devons pas rater notre cible, c'est notre seule chance de rester en vie.
Le sort désigne 4 hommes, ceux que j'aurais choisi moi-même si j'avais pu en décider. Tout est au point, mais si par malheur nous échouons. Donc on en est là de cette histoire. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Ulysse à la fois décide comme un chef, et parfois aussi s'en remet au dieu et au destin, au hasard. C'est-à-dire que là, au lieu de choisir lui-même ses hommes pour aller enfoncer la lance dans l'œil du cyclope, et ben, c'est le sort qui va en décider, c'est les dieux. Donc, quelque part, il prend des décisions parfois injustes, mais il est tout le temps soumis aux décisions des dieux, hein, que ce soit dans les bons moments ou les mauvais moments. On attend la suite maintenant qu'ils sont pris au piège. Est-ce qu'ils vont réussir leur entreprise avec leur grand épieu, leur grande lance? C'est ce que nous allons voir.